Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère de Dieu face aux forces obscures et diaboliques qui persécutent l'Église catholique au Cameroun. Le clergé s'insurge contre l'assassinat de l'évêque de Bafia, un meurtre de trop qui ravive dans les esprits une série noire d'assassinats non élucidés des prélats au Cameroun. Vous les écouterez dans ce journal. Des évêques exigent les noms des coupables pour exorciser ces meurtriers. Mais jusqu'où l'Église catholique est-elle prête à aller pour faire la lumière sur les circonstances et les mobiles de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? À suivre dans ce journal des reportages et analyses qui font une incursion dans les voies insondables du Seigneur pour évoquer les relations tumultueuses entre le clergé et le régime de Yaoundé. Des inquiétudes se dessinent sur le visage des populations riveraines au fleuve Logone, à l'extrême nord du Cameroun. La saison des pluies, son cortège d'inondations avance à grands pas et le renforcement de la digue de Maga est loin d'être opérationnel. On fait le point sur des travaux qui durent depuis près de 4 ans. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute pour les évêques du Cameroun. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Les clergés évoquent la brutalité d'un meurtre de trop qui vient ainsi s'ajouter sur une série noire d'assassinats vécus au Cameroun depuis les années 90. Les évêques choqués sont montés au créneau pour exiger que la lumière soit faite sur les circonstances et les mobiles de ce meurtre de trop vécu il y a quelques jours à Ebebda. L'on note également que la conférence épiscopale, réunie en session extraordinaire à Yaoundé, a exprimé la colère de Dieu contre les forces obscures et diaboliques qui persécutent l'Église catholique au Cameroun. Reportage Élisée Borba et Aïk Cyril. Pas de doute pour la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Après l'abbé Joseph Mbassi en 1988, Père Anthony Fontec en 1990, Monseigneur Yves Plumeil en 1991, les Sœurs de Djoum en 1992, Père Angèle Benvin en 1995, pour ne citer que cela, l'assassinat de Monseigneur Bala est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et les évêques de penser qu'il y a une cabale contre les membres du clergé au Cameroun. Nous avons le sentiment que le clergé au Cameroun est particulièrement persécuté par des forces obscures et diaboliques. Et s'il y a tant de morts parmi les prêtres, c'est parce que l'État, pensent les évêques, a failli dans sa mission de protection des vies humaines. Que l'État assume son devoir régalien de protection des vies humaines et notamment celle des autorités ecclésiastiques. Sur l'assassinat de l'évêque de Bafia, précisément, la conférence épiscopale nationale du Cameroun exige que les résultats de l'enquête ne soient pas cachés, mais que les coupables soient démasqués et punis selon la loi. À l'État du Cameroun, les évêques exigent que toute la lumière soit faite sur les circonstances et le mobile de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Que les coupables soient nommément identifiés et livrés à la justice. Malgré les assassinats à répétition des membres du clergé au Cameroun, les évêques réaffirment leur détermination à poursuivre leur mission d'évangélisation contre vents et marées. Nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que nous, personnes consacrées, quand le Seigneur nous appelle, il nous demande d'être de martyrs, d'annoncer Jésus-Christ au prix de notre sang. Donc, pour nous, c'est lui que nous suivons, c'est Jésus-Christ.
C'est au matin du 31 mai 2017 que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été déclaré disparu. Sa voiture retrouvée sur le pont de l'Enfance à Ebebda, le corps sans vie du prélat sera repêché des eaux du fleuve Sanaga le 2 juin 2017. Vous l'avez suivi, c'est l'une des rares fois où le clergé catholique révèle des secrets sur des batailles titanesques contre les forces obscures et diaboliques, des batailles au cours desquelles l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné selon les propos des évêques du Cameroun, un meurtre de trop qui ravive dans les esprits une série noire d'assassinats non élucidés des prélats et des religieuses au Cameroun. Évocation dans ce reportage de Guy Zogo et Élisée Bogba. C'est un secret de Polichinelle d'affirmer qu'il existe des tensions entre l'Église catholique et l'État du Cameroun au sujet des morts mystérieuses des prélats. De fait, la liste est longue des prélats qui, depuis de nombreuses années, ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques, leur sort ayant été scellé par des assassinats. Dans toutes ces affaires, jamais les enquêtes n'ont abouti clairement à l'arrestation, encore moins à la condamnation des auteurs de ces crimes. Seul dans le cas du père Angelbin Vin, que la colère était montée, la Société des Jésuites, congrégation à laquelle appartenait ce prélat, avait contesté l'autopsie et s'était retiré du déroulement de ses obsèques. C'est donc dire, au regard de toutes ces affaires, que le contentieux est lourd entre l'Église catholique et l'État du Cameroun sur ce terrain. Cette fois, avec l'affaire Monseigneur Bala, le communiqué de la Conférence épiscopale nationale se veut offensif, avec des exigences claires sur ce qui est attendu des résultats de l'enquête, à savoir la traduction en justice des auteurs de cet assassinat. Il faut cependant craindre que, comme d'habitude, ces admonestations ne se terminent en un silence assourdissant, à l'instar de ce qui est advenu des autres affaires. Comme si finalement il est question d'un jeu d'équilibre entre ces deux pouvoirs. Peut-être faut-il croire que la raison d'État et celle de l'Église finissent souvent bien par se mettre d'accord sur l'essentiel qui dépasse malheureusement largement la personne des prélats assassinés. Une autre affaire qui défraie la chronique dans la région du Sud-Ouest, c'est une jeune fille, une fillette âgée de 7 ans qui a été tuée lors du passage du cortège du ministre de l'Éducation de base dans la région du Sud-Ouest. Sa famille, consternée et choquée, exige 10 millions de francs CFA pour la disparition de leur fille. Reportage Mirabel Mazo. La famille de la petite Bécline est depuis hier plongée dans une profonde douleur. La famille réclame 10 millions de francs CFA pour dommages causés. Le décès tragique de leur fillette de 7 ans, violemment percutée par le convoi de la ministre de l'Éducation de base, Madame Youssouf Adida Halim, déchire les cœurs. Madame la ministre se rendait à Kumba pour assurer la supervision de l'examen CEP et First School Living Certificate, son équivalent dans le sous-système anglophone. Selon des témoins, la petite Bécline aurait subitement tenté de traverser la route pour aller chercher de l'eau. Malheureusement, l'imprévisible s'est réalisé. Sa jeune sœur avec qui elle était raconte que le convoi est passé à vive allure et sa petite sœur a été violemment percutée. La petite Bécline est orpheline de père selon les dires de sa maman qui dit également être abattue par cette tragédie. La ministre de l'Éducation de base a promis de prendre en charge les obsèques de la fillette. Le corps de la fillette a été déposé à la morgue de l'hôpital de district de Kumba. Dans le 3e arrondissement de Douala, la construction d'un stade omnisport est sous la menace permanente d'une grogne des ouvriers. Ils dénoncent un mauvais traitement salarial et l'insuffisance de matériel adéquat pour réaliser les tâches à effectuer sur ce chantier de construction d'une infrastructure. L'entreprise en charge des travaux est restée très peu bavarde sur ces mauvaises conditions de travail qui pourraient aggraver l'exécution des travaux sur un site qui doit en principe abriter des matchs de la CAN prévus au Cameroun en 2019. Reportage Farel Bounia et Donald Anouzwa.
Le doute qui entoure la date de livraison au 18 juin 2018 des travaux de construction du stade omnisport de Japoma dans le 3e arrondissement de la ville de Douala s'est joint au climat social délétère qui prévaut au sein du chantier censé y abriter l'une des poules de la CAN de football qu'organise le Cameroun en 2019. Les ouvriers camerounais engagés ici dénoncent les mauvais traitements que leur inflige le maître d'œuvre turc. Depuis 3 mois aujourd'hui que nous sommes là, les travaux avancent, mais c'est que les salaires, c'est les salaires qui font défaut. Parfois l'argent vient, parfois l'argent ne vient pas. Comme actuellement les gars sont à 42 jours sans salaire. Les victimes de ces mauvais traitements ont décidé de faire entendre leur voix à travers un mouvement d'humeur vite maîtrisé par le maître d'œuvre. Ceux qui ont prévu faire le mouvement de grève sont à peu près une 60aine. Ils ont commencé depuis avant-hier, ils ont continué hier en allant au bureau pour réclamer de l'argent et les dirigeants du bureau leur envoient de venir, leur envoient. Et c'est depuis hier qu'ils ont commencé à donner l'argent en même pour à partir de 18h, ils ont commencé à payer les gens en même pour jusqu'à peut-être 24h, 1h. Et ça continue ce matin, comme ils ont dit. Les responsables de l'entreprise turque interrogés sur le sujet ont fait savoir aux reporters d'Equinox qu'ils ne parlent à la presse que sur autorisation du ministère des Sports. Des inquiétudes se dessinent sur le visage des populations riveraines au fleuve Logone à l'extrême nord. Je vous le disais en titre, la saison des pluies et son cortège d'inondations approche à grands pas, mais le renforcement de la digue de Maga est loin d'être opérationnel. Les travaux avancent en dents de scie depuis au moins 3 ans. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Gladys Sidier dans ce reportage. Les travaux de construction de la digue de Maga sont évalués à 50%. Avec l'arrivée des pluies, les ouvriers ont été sommés d'accélérer les travaux. 1 mois, c'est le délai qui leur a été accordé par les membres de la délégation de la Banque mondiale, venus s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous avons essayé de mettre tout le paquet. Les entreprises ont sorti toutes les machines et les équipements qu'il faut pour rattraper le retard. Aujourd'hui, nous sommes à 15 km qui vont être finis le 30 juin. Et nous sommes en train de vouloir demander la non-objection pour que on soit aussi en termes de parce qu'il y a des engins, d'autres qui sont là et stockés. Et ça risque de nous coûter cher si on ne le met pas. Parce que nous avons encore environ 30 jours avant que les grandes pluies n'arrivent. Nous devons profiter de ce temps-là. Sur le site, les ouvriers s'activent. Les engins tournent sans arrêt. Il faut rattraper le retard accusé, justifié par les responsables de l'entreprise en charge des travaux, par les lenteurs dans l'approvisionnement du matériel. C'est pas mal. Il est vrai qu'on est obligé de mettre pression pour que ça avance beaucoup plus vite. Quand il y a des pluies qui s'annoncent, il faut vraiment que ça avance plus vite. Pour que ça ne s'érode plus, la partie déjà finie, il faut qu'on en finisse. On est à peu près à 50%. Les difficultés, on a toujours dans l'approvisionnement en matériaux. Vous savez que les gravillons, tout ça, ça se fait tout à Bazan. C'est donc une véritable course contre la montre qui est lancée. Les travaux doivent progresser de 15 km d'ici le 30 juin. Des limogeages en cascade se poursuivent à la tête des organismes publics et entreprises parapubliques. C'est le cas au Labo Génie et au Mat Génie, 2 structures où les contre-performances managériales ont été décriées depuis de nombreuses années. Les nouveaux responsables sont conscients de l'immensité de la tâche. Qui sont-ils? Quelles sont leurs compétences? Élément de réponse dans ce reportage d'Élisée Bogba et Guy Zogo. La valse des directeurs généraux se poursuit. Cette fois, les décrets présidentiels se sont abattus au Laboratoire national de génie civil, Labogénie, et au Parc national de matériel de génie civil, Matgénie. Au Labogénie, le nouveau directeur général est Jean Moufo, jusqu'ici délégué régional du Labogénie pour le littoral et le sud-ouest. Je ne peux que maintenir ce que le ministre a dit, d'insister sur la qualité technique et de redorer le blason du Labogénie sur la qualité technique. On visera ensemble, avec tous les collaborateurs, nous les DG, de fédérer déjà les acquis qui sont positifs pour que tout le monde. Et puis sur ceux qui ne marchent pas, les résoudre, aller en profondeur. Au nouveau promu, le ministre des Travaux publics, la tutelle, prescrit la feuille de route.
D'abord, l'esprit d'équipe entre le directeur général et tous les membres de son équipe, la compétence, une bonne gestion managériale, en bref, une gouvernance technique de tous les instants et qui associe toutes les expertises qui existent au sein du labo génie. Autre lieu, autre changement. Au Parc national de matériel de génie civil, le nouveau président du conseil d'administration est Jean-Roland Daniel Ebor, tandis que Désiré Ndang Abogo, ingénieur du génie civil, conduit la direction générale. Simplement quelques appréhensions devant l'ampleur de la tâche, n'est-ce pas? Donc nous espérons que nous aurons l'appui de tous pour arriver à ces objectifs qui ne sont pas les nôtres de manière individuelle, mais de l'ensemble de la République, de la communauté nationale. Là, le ministre des Travaux publics appelle à plus d'efficacité. Recommandation particulière en ce qui concerne le match génie. Un seul mot, la performance. Organiser des équipes pour que les engins du génie civil soient en bon état, que les engins du génie civil ne se retrouvent pas garés alors que nous avons des routes en état de dégradation, que ces engins du génie civil servent véritablement aux entreprises privées qui en ont besoin pour réaliser les infrastructures routières. Jusqu'où ira la vague des changements actuels à la tête des entreprises publiques? Précisons que Philémon Zam a été installé dans ses fonctions de directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications ce matin et son ministre de tutelle l'a exhorté à concevoir dans l'urgence un manuel de procédure pour la gestion et l'attribution des fréquences au Cameroun. Minette Libon-Liquin qui a insisté sur la régulation saine d'une bonne concurrence dans l'intérêt des abonnés de téléphonie mobile et utilisateurs des services des télécommunications au Cameroun. 3 semaines après la révélation accablante de l'enquête du drame ferroviaire, la démission du directeur général du PCA chez le principal responsable de ce drame reste insatisfaisante pour des parlementaires. Certains exigent des enquêtes approfondies pour identifier toute la chaîne des responsabilités et bien sûr traduire en justice les différentes personnalités impliquées. Des députés UDC et UPC réagissent ainsi au Railgate dans ce reportage signé Marcelin Gansop. Les échos de la démission du PCA et du directeur général de Camrail résonnent à l'Assemblée nationale comme les suites logiques du rapport d'enquête de la commission Yang. La population a beaucoup prié auprès du chef de l'État. Le chef de l'État les a écoutés. Il a ordonné une enquête qui a sorti ce qu'elle a sorti. Et si les résultats de l'enquête ont indisposé certaines personnes qui ont commencé à démissionner elles-mêmes, c'est une bonne chose pour que le transport sur rail soit utile pour tous les Camerounais. Autant le transport des marchandises que des voyageurs. Mais ces démissions, suivies de l'arrivée de nouveaux hommes à la tête de Camrail, ne sont aucunement des trophées de guerre. Les parlementaires de l'opposition pensent qu'il est temps que les passagers retrouvent leur place et leur importance dans le transport ferroviaire au Cameroun. On a dit que les enquêtes ont été menées. Nous avons suivi ce qui a été dit par rapport aux responsabilités des uns et des autres, mais M. Gassop, cela ne suffit pas comme transparence et comme prévision dans un pays comme le nôtre. Pour mettre en place une nouvelle direction qui va tenir compte du fait qu'il y a la population le long du rail, on ne se limite pas seulement aux démissions, mais qu'on arrive à la mise en place d'un nouveau système de transport qui tiennent compte de la population riveraine. Il y a aussi que toutes les leçons de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 n'ont pas encore été tirées. Certes, la commission Yang a reconnu la responsabilité principale de Camrail, mais certains députés restent sur leur faim, puisque plusieurs zones d'ombre persistent. On serait beaucoup plus rassuré si on avait exactement les résultats des enquêtes pour voir qui a fait quoi, à quel niveau. On ne sait pas ce qui s'est passé et je ne sais pas la responsabilité qui aura été celle des PCA et du directeur général par rapport aux autres institutions dont les responsabilités pouvaient aussi être engagées. Notons qu'en dehors du PCA et du directeur général,
Le conseil d'administration de Camraï, tenu vendredi dernier, a débouché sur la nomination de 2 directeurs généraux adjoints. On attend leur entrée en scène dans un contexte marqué par la gestion contestée de l'après-Ezeka. Comment expliquer la faible mobilisation des Camerounais pour sauver des vies? À travers le don du sang, l'on constate qu'il y a un manque de gratification qui décourage certains potentiels donneurs de sang. Et malgré la disponibilité de certains volontaires, leur sang est souvent infesté de maladies, donc inutilisable. Ensuite, il y a aussi un flou artistique qui entoure la gestion des banques de sang et cette situation engendre l'indisponibilité des poches de sang dans les hôpitaux publics au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale consacrée aux dons de sang, nos reporters Robert Moukoubé et Flavien Valodongo ont mené l'enquête au cœur des banques de sang à Douala. Reportage. Le sang est un liquide organique mis en mouvement par le cœur. Avec la journée mondiale consacrée aux dons de sang, certains usagers rencontrés à Douala n'éprouvent plus la nécessité de secourir des victimes. Je donne le sang, ceux qui veulent donner, ceux qui peuvent le donner, qu'ils le fassent, mais moi, je ne donne pas. En fait, c'est pas parce que j'ai peur par rapport au VIH/SIDA ou bien quoi que ce soit, mais si j'en suis porteuse ou pas, ça me regarde. Avant, j'avais la volonté mère, j'ai été victime par une belle-sœur. Elle était malade, elle est partie à l'hôpital. On lui a mis le sang que ça ne correspond pas. C'est pour cela que je ne peux pas. Ça m'a plutôt découragé. Quand je vois comme ça, chaque fois elle est toujours malade. D'autres manifestent la peur de découvrir leur statut sérologique au terme des analyses médicales. Je dis je ne donne pas mon sang pour des raisons médicales, donc je sais de quoi je souffre. Ce n'est pas parce que c'est une journée spéciale que je vais prendre le risque pour donner mon sang. Pourtant ma santé elle-même n'est déjà pas stable. Quand tu vis, tu sais pas quelle maladie tu as dans toi, quand tu donnes et qu'on découvre. Bien plus, des amoureux de ce rituel disent avoir vu leur engouement s'émousser à cause de l'absence de mesures compensatoires. Mais ce qui m'a découragé, c'est que bon, il ne prend pas conscience de ce que les gens qui viennent donner le sang. Jusqu'après donner le sang, je suis obligé de traverser de l'autre côté de la Quintinie. Ouais, il faut prendre quelque chose pour le compenser. Non, il n'y a pas de compense. Et c'est ça qui me décourage. Mais je ne sais pas si je peux encore le faire. Je ne sais pas. Au regard de ces différentes attitudes, des observateurs avertis s'accordent à dire qu'elles constituent le motif de l'indisponibilité des poches de sang dans certaines formations sanitaires du pays et surtout le nombre désormais très réduit des donneurs de sang. Pour inciter les populations à donner davantage leur sang, le gouvernement vient de mettre sur pied une stratégie nationale de transfusion sanguine. Plus de détails dans ce reportage d'Élisée Bogba et Ike Cyril. Donner du sang pour sauver des vies, l'expérience n'est pas encore ancrée dans les habitudes au Cameroun. Nous espérons véritablement d'abord que les populations camerounaises comprennent que le don de sang est important dans le système de santé. Parce que nous avons beau construire des bâtiments, équiper ces bâtiments en vue de la transfusion sanguine, si nous n'avons pas le donneur, c'est-à-dire si nous n'avons pas le produit, la matrice qui est le donneur et avec son sang qu'on n'arrive pas encore à synthétiser, nous ne pourrons pas améliorer le système de santé. Nous appelons de tous nos voeux déjà la population à commencer à donner du sang et à avoir la culture du don de sang. Depuis 2003, une loi régit la transfusion sanguine au Cameroun. Mais les donneurs de sang se font toujours rares, alors que le besoin est réel. La demande en poche de sang sécurisée est de 400 000 par rapport à notre population. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'ordre de 20% des besoins, c'est-à-dire 80 000. Il importe donc que non seulement il y ait des donneurs réguliers, mais que chacun de nous pense à aller donner son sang. Je voudrais dire que quelqu'un qui se comporte normalement peut donner de son sang au moins 3 à 4 fois dans l'année. Afin d'encourager ses citoyens à être moins réticents en matière de don de sang, le Cameroun vient de se doter d'un plan stratégique de transfusion sanguine. Ce plan stratégique vise donc la construction d'un centre national de transfusion sanguine
et des centres régionaux de transfusion sanguine, de même que l'organisation des dépôts de sang dans les diverses formations sanitaires. Ce plan vise à mobiliser les Camerounais à d'abord avoir la culture de donner le sang, à s'organiser pour qu'au sein de chaque cercle, il y ait des donneurs bénévoles, des donneurs réguliers du sang. Étalée sur la période 2015-2019, la politique nationale de transfusion sanguine vise à accroître la quantité de sang et surtout de sang sécurisé dans les différents centres de prélèvement. Reste au potentiel donneur d'en prendre conscience. Toujours dans ce chapitre santé, des Camerounais victimes d'hypertension artérielle, Bois du Noir à l'extrême nord du Cameroun, cette région ne dispose d'aucun cardiologue depuis près d'un an. Le constat a été fait lors d'un séminaire de sensibilisation sur les méthodes de prévention, mais aussi la thérapie pour pouvoir justement réduire les risques d'hypertension artérielle et aussi les risques d'AVC à l'extrême nord du Cameroun. Reportage Amadou Daïrou et Kate Diarra. Bon, quand on m'a suivi, mon cardiologue du coup à Maroua est parti. Maintenant à l'extrême nord, il n'y a plus un cardiologue. Même pas à Garoua, paraît-il. Paraît-il qu'il y a un à Garoua, mais j'ai entendu seulement comme ça. Sinon c'est en Gaoundéré. Voici des déclarations qui font froid dans le dos. Ce monsieur, déclaré hypertendu depuis de nombreux mois, se retrouve abandonné à lui-même. Maintenant j'avale le médicament. C'est sous la prescription de notre cardiologue qui est parti, ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an. Maintenant j'ai mal à la tête et je ne sais pas. Est-ce que mon mal de la tête là c'est dû à ces médicaments que j'avale? Comme lui, ils sont nombreux ces malades qui sont sans suivi depuis près d'un an. Pendant que l'hypertension, tueur redoutable et silencieux, continue de faire des victimes. Au cours du séminaire de sensibilisation organisé par la Fondation camerounaise du cœur à l'arrondissement de Tokombéré dans le Mayo-Sava, on apprendra que le taux de malades de l'hypertension artérielle dans cet arrondissement est de 35%. À Tokombéré, on a à peu près 35% des hypertensions. C'est beaucoup pour une population comme celle de Tokombéré. Des chiffres qui sont d'autant plus alarmants que la plupart des personnes atteintes ignorent réellement de quoi il est question. On a dit tout à l'heure que les complications les plus redoutables de l'hypertension artérielle, ce sont les AVC et les arrêts cardiaques, qui sont considérés dans nos villages comme de la sorcellerie. Le séminaire, qui s'est tenu dans l'arrondissement de Tokombéré, aura donc été un excellent moyen d'information pour les personnes présentes qui devront à leur tour sensibiliser les leurs afin de détruire le mythe et les dogmes qui se sont tissés autour de la maladie. Sur ces questions de santé, des spécialistes de haut vol sont invités chaque mercredi, juste après le journal dans le cadre de l'émission Actu Santé, présentée par Flavien Wallodongo, à suivre juste après ce journal et après Actu Santé, le rendez-vous politique 237 de débat qui analyse l'architecture institutionnelle du Cameroun et les enjeux à l'approche d'une année électorale cruciale pour le pays. Merci de rester sur Equinox Télévision, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de rester sur cette antenne.